Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest a été lancé ce jeudi, une initiative qui prendra notamment en compte les citoyens laissés en rade dans le cadre du RAVIP. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, le top des activités a été lancé ce jeudi dans la commune de Soava. Et puis au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré promet une concertation permanente pour construire un Burkina Faso meilleur. Il a été réélu au premier tour de l'élection présidentielle. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, a procédé ce jeudi au lancement officiel du projet URI, projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Un projet qui prendra notamment en compte les citoyens laissés en rade dans le cadre du recensement administratif à vocation état civil RAVIP. Laurent Todenkes et Damé Pedro pour le compte rendu. Près de la moitié des habitants de l'Afrique subsaharienne, soit environ 500 millions de personnes, n'ont aucune preuve juridique de leur identité. Une situation qui crée d'énormes problèmes quotidiens pour les personnes concernées et pour l'administration. Pour y remédier, le gouvernement du Bénin a fait de l'identification des personnes l'un des piliers de son programme d'action. Et c'est ce qui justifie la mise en œuvre du projet URI, West Africa Unique Identification for Regional Integration and Inclusion, lancé ce jeudi 26 novembre 2020. Il faut assurer une complétude de la base de données biométriques de la population, c'est-à-dire rattraper les citoyens qui n'ont pas pu se faire prendre en compte lors du RAVIP. Ils sont environ 2 millions de personnes qui sont encore en rade. Il faut les inclure. Il faut permettre au grand nombre de Béninois aspirant au bien-être, mais qui se trouvent en marge des enjeux du développement parce qu'ils n'ont aucun titre d'identification. Il faut garantir donc l'inclusion de la population. Pour le faire, il faut pouvoir attribuer à chacun un identifiant unique qui pouvait être la clé pour accéder à certains services. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale a accédé à la demande du Bénin en juin 2018 en prenant part au projet URI. Ce qui va nous permettre de réaliser ce recensement complémentaire dès l'année 2021 et de mettre en place un système documenté d'identification des personnes pour ceux qui n'ont même pas les moyens de se faire établir une carte nationale d'identité. Tout au moins, en connaissant son numéro personnel d'identification, on se sent être citoyen du pays. Et avec ce numéro, et le document faisant mention de ce numéro, on a la possibilité de bénéficier de certains services sociaux de base. Le projet URI Identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest est mis en place pour aider le Bénin à relever le défi d'une identification au service de l'inclusion sociale. L'objectif de développement visé à travers ce programme sous-régional est d'augmenter le nombre de personnes dans les pays participants qui ont une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement et qui facilite l'accès aux services. C'est un programme qui s'insère dans le cadre de la CEDEAO en tant que levier de développement socio-économique en se reposant sur la création d'un système d'identification de toute la population et la fourniture de documents d'identité fiables permettant l'accès aux services tant publics que privés. Ce projet est structuré autour de 3 composantes que sont le renforcement du cadre juridique et institutionnel, l'établissement des systèmes d'identification de base FID, fiables et inclusifs, et la facilitation de l'accès aux services grâce au justificatif FID. D'un coût total de 45 millions de dollars, ce projet sera clôturé en 2026.
Restons avec le ministère des Affaires sociales qui a lancé toujours ce jeudi 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une journée couplée avec la journée nationale des affaires sociales. Le ministre des Affaires sociales, accompagné du préfet de l'Atlantique, a donné le top des activités dans la commune de Soava. Espoir Rumambou et Dami Pedro. Soava, la commune lacustre de l'Atlantique. C'est la localité qui a abrité les activités officielles de la Journée nationale des affaires sociales édition 2020. Une journée couplée avec le lancement de la quinzaine des journées d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et, se voulant sincère, le maire Jean-Médior Zanon a tenté de faire l'état des lieux de la situation dans la commune. Beaucoup de formes de violence sont observées dans notre commune, à savoir, nous pouvons citer les mariages forcés et précoces, les viols, les violences physiques et morales. C'est une situation que déplore le conseil communal. Cette commémoration qui intervient dans une période de pandémie du Covid-19 a incité à une réflexion globale sur les effets néfastes de la crise et les risques de fragilisation des bases socio-économiques. D'ailleurs, le représentant des partenaires techniques et financiers a fait le lien entre les violences basées sur le genre et la crise du coronavirus. La violence des hommes à l'égard des femmes est également une pandémie et surtout bien antérieure à celle du coronavirus et surtout elle lui survivra. Ce fléau a besoin également de notre intervention coordonnée au niveau local et au niveau global et de l'application de protocoles car il touche de nombreuses populations de tous âges et dans toutes les sociétés. C'est pourquoi le ministre en charge des Affaires sociales va insister sur l'accompagnement des uns et des autres pour endiguer le phénomène. On vous invite à accompagner la série d'actions de prestations qui marquent la présente célébration. Il s'agit entre autres de l'implantation du village du social en une journée, qui propose un ensemble de services et de prestations aux communautés riveraines, des activités de communication en vue d'un changement de comportement dans tous les arrondissements de la commune, et ceci tout au long de la quinzaine d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre, des consultations médicales foraines suivies de prise en charge chirurgicale des enfants et des jeunes handicapés, la poursuite des activités relatives à la campagne Tolérance zéro au mariage des enfants et à toute autre violence faite à leur égard, des appuis ciblés aux différentes couches vulnérables grâce au fonds d'appui et à la solidarité nationale, des activités de l'ensemble des acteurs compilés dans un cadre commun. Au cours de ce lancement, des appuis financiers ont été apportés aux maires de triplés de la localité, de même que des appuis logistiques aux diplômés en couture pour l'installation de leur atelier. Tournée nationale du chef de l'État, le président Patrice Talon était ce jeudi dans les communes de Bopa et de Comé. Suivez ici le point que nous fait Cano François Mbenireto. La tournée nationale de reddition des comptes aux populations entamée depuis le 12 novembre par le président Patrice Talon suit son cours. Après les étapes d'Atiémé, Dogbo et Diakotomé, le chef de l'État s'est rendu à Bopa et à Comé dans le Mono. Dans chacune des localités, les populations heureuses ont rappelé à travers la voix des deux maires au président les réformes dont leurs communes ont bénéficié depuis l'avènement de la rupture. Réformes profondes, fruit du PAG et de votre audace singulière, ont impacté les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, du commerce, de la gouvernance locale, de la culture, de la sécurité, du sport et bien évidemment celui du système partisan qui offre aujourd'hui un paysage politique assaini, transparent et porteur de développement. Il s'agit notamment du démarrage effectif des travaux de construction des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements de Badazouin et de Agoudji. De la réflexion sur vos propres fonds, c'est du jamais vu, Monsieur le Président, Excellence, de 2 modules de classe à Agoudji et à Médétago,
de l'effectivité des cantines scolaires, ce qui soulage les difficultés et peines des enfants des parents pauvres dans les écoles, surtout sur les terres noires, où la déperdition scolaire est très, très élevée. De la construction du pont de Djidjozo. Suite à ces propos, le chef de l'État se dit honoré de l'accueil qui lui a été réservé et estime par la même occasion que tous les fils et filles du pays sont debout pour un Bénin révélé. Le mot merci me paraît trop banal pour vous exprimer ma gratitude, pour vous exprimer mon bonheur, pour vous remercier pour ce bonheur immense que je ressens ici à Comé. Les enfants du Bénin sont désormais debout. Que le Bénin est désormais debout pour se construire. Et ce sera dans la paix, dans la concorde. Quelques citoyens des deux communes n'ont pas manqué d'apprécier le passage du chef de l'État. Nous avons bien apprécié la visite. Le chef de l'État est venu nous faire un bilan exhaustif et nous sommes très heureux. Il a pu, dans un langage aussi rassembleur, montrer que cette action difficile, cette action de construction, c'est une action pour laquelle tous les fils et toutes les filles de ce pays sont appelés. Le chef de l'État a fait preuve d'une certaine ouverture qui m'a à certains moments donné du frisson. Il a été un rassembleur, un réconciliateur. Il est vrai que Comé n'a pas eu tout. Mais quand on voit de façon générale, le Bénin, aujourd'hui, on en est fier. En attendant une autre aubaine pour les populations de Bopa et de Comé d'échanger avec le père de la nation, le cortège présidentiel a mis le cap sur d'autres localités où le patron de la marina est attendu. Sur le continent, au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré promet une concertation permanente pour construire un Burkina Faso meilleur. Il a été réélu au premier tour de l'élection présidentielle. Selon la commission électorale, il a obtenu 57,8% des voix. Il s'est dit fier de sa victoire et prend la mesure de sa responsabilité. On l'écoute. C'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés, sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. L'opposition de son côté a pris acte de ces résultats, mais se réserve le droit de recourir aux voies légales pour des contestations. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. Se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. En Turquie, 337 personnes ont été condamnées hier à la réclusion à perpétuité dans le grand procès de la tentative de coup d'État les 15 et 16 juillet 2016. Parmi les personnes condamnées figurent des pilotes qui ont bombardé plusieurs sites de la capitale Ankara, notamment le Parlement, des officiers, mais aussi quelques civils. 475 personnes comparaissaient pour avoir tenté de renverser le président Recep Tayyip Erdogan, un verdict dénoncé par les familles des condamnés. Les pilotes en formation ont été condamnés aujourd'hui à vie alors qu'ils n'avaient pas participé à la tentative de coup d'État, bien qu'ils n'aient participé à aucune activité cette nuit-là. Certains d'entre eux voulaient fuir malgré les menaces d'armes à feu. Ils sont en prison depuis 4 ans et demi. Certains ont été torturés au début, mais ils sont restés silencieux. Leurs familles souffrent maintenant. Ils sont très jeunes. Lorsqu'ils ont été jetés en prison, ils avaient 24 et 25 ans. Maintenant, ils sont condamnés à perpétuité. Comment expliquez-vous cela dans un esprit de justice ?
Ce procès de 4 ans était inutile. Ce tribunal a rendu son verdict, comme s'il n'approuvait que la version du procureur, sans tenir compte des déclarations ou des preuves. Nous ne sommes pas satisfaits de ce verdict. Nous porterons ceci aux endroits appropriés. Je veux que le peuple soit sensible à ce sujet. Et que s'est-il réellement passé en Turquie en juillet 2016? Retour en images sur cette tentative de coup d'État qui a conduit à un procès. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, des avions de chasse F-16 survolent la Turquie et larguent une bombe sur le Parlement à Ankara, la capitale. Les militaires déclarent dans un communiqué de presse lu sur la chaîne publique de télévision qu'ils contrôlent les abords des lieux de pouvoir et bloquent les ponts ainsi que les aéroports. Ils instaurent un couvre-feu. Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, alors en vacances à Marmaris, à 650 km de la capitale, appelle le peuple à reprendre le contrôle avec son smartphone sur la chaîne de télévision CNN turque. Ses sympathisants descendent dans la rue. Les militaires tirent sur la foule à balles réelles. Le 17 juillet, Recep Tayyip Erdoğan rentre à Istanbul. Il est acclamé par ses sympathisants. Il dénonce un coup d'État fomenté selon lui par l'imam Fethullah Gülen, qui serait appuyé par les États-Unis. Les jours qui suivent voient l'arrestation de plus de 3000 militaires soupçonnés d'avoir pris part à cette tentative de coup d'État. Une purge est amorcée. En tout, plus de 7500 personnes sont placées en garde à vue. Cette tentative de coup d'État a fait officiellement 251 morts et plus de 2000 blessés parmi les civils. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à la prochaine.